Déjà, un grand merci de m'avoir convié à participer à ce colloque. Je vais faire une présentation qui vise à montrer en fait certaines contributions à l'analyse des dynamiques cognitives. Cela dans le cadre d'activités qui sous-tendent des transformations sociétales, puisque je vais vous parler d'activités de conception de produits, d'activités de conception créative, en vous présentant une approche à la fois de psychologie cognitive et d'ergonomie. Plus particulièrement, pour illustrer l'importance de ces activités dans notre société, eh bien, on peut se rendre compte que la plupart des objets qui nous entourent sont le résultat d'activités créatives qui, selon les cas, ont été à l'origine de réelles transformations dans notre société. Donc là, j'évoquerai en fait des activités de conception qui ont porté sur la fusée Ariane, qu'on peut considérer donc comme majeures par rapport à l'apport effectif, technologique. Vous trouvez d'autres types d'objets que l'on peut situer donc sur un continuum allant des activités créatives mineures aux activités créatives majeures. Et dans le versant activités créatives que l'on pourrait considérer comme mineures, même si elle s'est associée dans certains cas à un succès commercial, eh bien on peut citer les activités de design. Et je vous ai mis deux produits ici qui ont été conçus par Philippe Starck, donc qui ont été l'objet, on va dire, d'un certain succès, d'une certaine reconnaissance. Alors, je m'intéresse à ces activités de conception puisqu'elles sont de toute façon l'objet d'enjeux pour les entreprises, d'enjeux pour les concepteurs de produits. Alors, pour les entreprises, cela s'explique par le contexte, en particulier concurrentiel, le contexte économique, qui fait que les différences en termes de produits par rapport à des produits qui seraient moins coûteux, eh bien, vont pouvoir se faire en termes de créativité, en termes d'attractivité des produits. Et cela signifie que pour les concepteurs de ces produits, eh bien, ils vont avoir une exigence, une activité cognitive. On va essayer de décortiquer un petit peu les caractéristiques de cette activité cognitive, mais en termes d'objectifs, ils vont devoir parvenir à des produits à la fois novateurs et adaptés aux utilisateurs. Cela signifie qu'il y a en fait une sorte d'équilibre à atteindre entre des produits qui vont se distinguer des produits préexistants, donc des produits qu'on pourrait qualifier d'originaux, et puis des produits qui pour autant ne déstabilisent pas les utilisateurs. Il faut néanmoins qu'ils soient adaptés au contexte, aux caractéristiques des utilisateurs et aux usages qui sont envisagés, même si parfois on va trouver des distorsions entre les usages prévus et les usages effectifs. Alors, je vous ai mis ici des exemples de produits qui peuvent ne pas sembler réellement adaptés. Alors, évidemment, il s'agit un petit peu de caricature. Vous avez une cafetière pour masochistes, des couverts qui peuvent être attractifs d'un point de vue esthétique, mais en termes de fonctionnalité, on peut se poser certaines questions. Et là, un tandem pour fiancés. Donc, voilà. Si l'objectif est de se déplacer, ce ne sera pas forcément si facile à atteindre. Alors, évidemment, on est ici dans de la caricature. Pour autant, eh bien, nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne ou dans des activités professionnelles à des difficultés. C'est ce que Don Norman appelle les frustrations de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle. Ici, vous avez un cockpit d'hélicoptère. Donc, vous voyez la complexité de l'interface et on peut comprendre qu'en situation de stress, en situation de crise, eh bien, il puisse y avoir certaines erreurs d'interprétation et c'est ce qui est à l'origine d'accidents, comme l'accident du Mont-Saint-Odile, par exemple, dans le domaine aéronautique. Ou bien ici, une interface, une application que l'on connaît et dont le caractère intuitif sera plus ou moins important selon nos propres anticipations. Alors, on peut s'interroger sur les conséquences en cas d'activités de conception qui sont jugées finalement inadaptées. De fait, des produits qui seront, entre guillemets, mal conçus vont être des sources de difficultés pour les utilisateurs. Ces difficultés peuvent entraîner des erreurs et selon le contexte, ces erreurs peuvent conduire à un abandon de l'usage des produits au détriment d'autres. Ça peut avoir des répercussions au niveau économique pour les entreprises. Et puis, dans des situations à risque, les erreurs, alors,
qu'en ergonomie, nous considérons toujours comme des défaillances d'un système homme-machine. Il ne s'agit pas d'erreurs humaines, contrairement à ce qu'on peut trouver parfois dans les médias. Il s'agit vraiment d'une incompatibilité entre les dispositifs et le fonctionnement cognitif de l'être humain. Mais dans des domaines à risque, eh bien, ces difficultés peuvent être à l'origine d'incidents ou d'accidents et avoir dans ce cas-là des répercussions non seulement financières, mais aussi humaines et même écologiques dans le domaine du nucléaire, par exemple. Alors, l'idée, ce sera d'essayer de comprendre, alors non seulement ici les enjeux, mais aussi les déterminants de ces activités de conception créative, en partant de l'idée qu'en fait, elles dépendent bien entendu des individus qui génèrent, qui vont proposer des idées, qui vont proposer de nouveaux produits, mais cela dépend aussi de la société. Et pour illustrer ce caractère sociétal, je vous présente ici un modèle d'un auteur qui est assez imprononçable. Voilà, je vous laisse le soin de le lire. Ce que je trouve intéressant dans ce modèle, c'est que c'est une approche systémique dans laquelle on trouve l'individu qui est à l'origine de produits créatifs, ou en tout cas de propositions à visée créative. Cet individu a un certain historique, une certaine influence de son passé, de sa formation, donc des connaissances qu'il a pu acquérir pendant un certain nombre d'années. Cet individu ou ce groupe d'individus d'ailleurs vont pouvoir proposer des idées nouvelles, et il se trouve que Csikszentmihalyi met en avant le rôle du champ, c'est-à-dire de gardien du domaine, des personnes qui vont sélectionner parmi les nouveautés qui sont proposées, celles qui sont jugées comme pertinentes dans le domaine considéré, qu'on soit dans un contexte artistique, littéraire, scientifique ou dans le cadre de produits design. Et en fonction de cette évolution du domaine, eh bien, chaque individu va être confronté à une modification des connaissances qui seront disponibles à un moment donné, ce qui va avoir des répercussions sur sa propre activité. Alors, l'objectif de ma communication, ce sera de vous montrer en fait différents travaux qui vont permettre d'aller au-delà de cette compréhension. En particulier, je vais vous présenter des études où nous nous sommes centrés sur la nature des connaissances qui sont utilisées dans les activités de conception créative. Donc l'objectif sera ici de mieux comprendre les dynamiques cognitives. En fonction des résultats que je vais vous présenter, je vous montrerai dans quelle mesure on peut utiliser cette compréhension pour agir. Donc l'idée, c'est de comprendre les dynamiques cognitives pour intervenir, pour faciliter l'activité de conception créative, en particulier au moyen de dispositifs d'assistance informatique. Et je conclurai ma présentation en évoquant des travaux qui sont en cours, qui mettent l'accent sur l'activité collective, contrairement aux autres études que je vais vous présenter, qui, elles, seront plutôt focalisées sur des activités individuelles. Alors, je vais vous montrer donc des travaux dont la finalité est de mieux comprendre ou de contribuer à mieux comprendre les dynamiques cognitives dans ces activités de conception créative. Alors, les méthodes dont on dispose, puisque là on s'intéresse à une activité cognitive qui en général reste interne, il va y avoir une externalisation au moyen de croquis, au moyen de produits, mais l'activité cognitive généralement reste personnelle. Donc on a besoin d'utiliser différentes méthodes. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer les résultats d'entretiens et de questionnaires que nous avons fait passer à des professionnels. Je mettrai en relation ces résultats avec les résultats d'observation sur le terrain, puisqu'il peut y avoir un décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. Cela me permettra de vous présenter des modèles des activités de conception créative, et certains aspects de ces modèles vont être approfondis au moyen d'études expérimentales qui donneront lieu à des spécifications pour des systèmes d'aide. Voici pour la première partie, en fait, de ma présentation. Alors, nous avons travaillé avec 25 designers professionnels, principalement de la région Aix-Marseille, mais aussi dans la région parisienne. Nous leur avons fait passer des entretiens semi-structurés de façon à comprendre la représentation mentale qu'ils ont de leur propre activité cognitive, leur propre processus créatif. Nous leur avons demandé aussi de compléter des questionnaires
dont la particularité est d'être centrée sur l'approche multivariée qui a été proposée par Todd Lubart. Ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est qu'on voit explicitement certains facteurs, tels que les facteurs cognitifs, les facteurs conatifs, les facteurs émotionnels, mais aussi les facteurs environnementaux, en tant que déterminants d'un potentiel créatif, cela dans différents domaines, dont la conception de produits, ce qui va avoir une influence sur les productions créatives qui sont proposées et qui seront ensuite l'objet d'une évaluation par les gardiens du domaine, si on met en relation ces différents modèles. Donc, les participants ont eu à répondre à des questions portant sur ces différents facteurs, cela sur la base d'une échelle de Likert en 7 points, et je vais vous montrer les 3 éléments principaux qui sont ressortis de ces entretiens et de ces questionnaires. Alors, le premier point qui apparaît comme étant majeur dans leur propre activité créative, c'est l'ouverture aux nouvelles expériences, aux nouvelles idées et à l'esthétique. Alors là, je vous ai mis quelques extraits. Le fait que le designer professionnel dise que lorsqu'il regarde un détail d'image, il voit autre chose. Le fait de se centrer sur une belle forme lui permet d'en prendre des morceaux, comme s'il coupait. Le fait d'assister à un spectacle de danse, d'avoir une impression de légèreté, quelque chose qui le touche, va lui permettre d'essayer de reproduire ce ressenti dans les produits qu'il va concevoir. Donc il indique qu'il va se rappeler que le danseur saute dans un drapé, et il va avoir envie de faire une chaise faite en drapé. Donc on voit cette ouverture à des idées, à des expériences, qui n'ont pas de lien, a priori direct, avec l'objet à concevoir. Ce qui apparaît en second plan, c'est l'évaluation. Alors l'évaluation, elle peut être aussi bien réflexive, une auto-évaluation, le fait de dire que pour lui, l'objet n'est jamais complètement terminé, qu'il n'est jamais parfait, qu'il y a toujours une amélioration à lui apporter. Et il peut s'agir aussi d'évaluation externe, le fait de demander, par exemple, à des amis qui ne sont pas spécialistes du design, bien leur avis sur les propositions auxquelles il est parvenu. Et donc, ils vont pouvoir dire que c'est un peu trop artistique, un peu trop compliqué. Donc ça, c'est ce qui arrive en seconde position. Et en troisième position, c'est ce que je vais appeler, ce qui a été appelé par certains auteurs comme Herbert Simon, la définition et redéfinition du problème de conception. Le fait que les designers disent on commence par le brief, donc le cahier des charges du client. Si ces briefs sont trop généralistes, eh bien, ils vont ramener ça à 3 ou 4 points clés. Ou bien alors le fait qu'ils disent que la difficulté pour lui, c'est le fait qu'on lui laisse carte blanche. Il n'y a rien de plus difficile parce qu'il n'y a pas de contexte, pas de matière. Ou bien encore le fait qu'ils disent il faut se parler dans sa tête, se mettre à la place du consommateur, à la place du client. D'accord ? Donc là, c'est ce qui va être lié à tout ce qui est définition, redéfinition du problème de conception. Alors, en confrontant ces résultats avec des observations, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ces dynamiques cognitives. Alors, je vais évoquer une observation que j'ai eu la chance, deux observations plutôt, que j'ai eu la chance d'effectuer à l'aérospatiale, dans un bureau d'études au Muro. Alors, la difficulté, lorsqu'on s'intéresse aux activités créatives, va consister à être sur place au bon moment. D'accord ? Voilà, ce qui n'est pas évident, sachant qu'en fait, la créativité peut émerger à différents moments et pas uniquement dans le contexte professionnel. Donc là, il se trouve que dans ce bureau d'études, ils ont été confrontés à une demande de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui consistait à mettre au point un réflecteur dont les dimensions excédaient les réflecteurs qu'ils avaient l'habitude de faire. Pour autant, il y avait une contrainte, c'est que le réflecteur devait être placé sous la coiffe de la fusée Ariane, donc dans un espace restreint. Donc pendant plusieurs jours, les concepteurs du bureau d'études se sont demandé comment ils allaient pouvoir procéder. Ils ont mis en place du brainstorming auprès d'experts, auprès de débutants dans l'entreprise. Voilà, il y a eu toute une effervescence pendant plusieurs jours et alors que j'étais présente, l'un des experts, alors c'était quelqu'un qui était en fin de carrière, qui avait une vingtaine d'années d'expérience dans ce bureau d'études, et bien tout d'un coup a pensé au principe du parapluie.
il s'est dit, mais on pourrait en fait reprendre ce principe, c'est-à-dire plier le réflecteur sur Terre, le placer sous la coiffe de la fusée Ariane et ensuite le déployer. Ça a été adopté, mais ça a suscité une difficulté technique, qui est que les réflecteurs en fait sont construits d'une surface réfléchissante qui est en Mobinden. C'est une structure qui est très fine, qui ressemble un petit peu aux matériaux des bas ou des collants. Et du coup, il y avait un risque fort que, en pliant le réflecteur sur Terre, cette surface réfléchissante s'en mêle sur la structure métallique sous-jacente. De nouveau, difficulté. Pendant plusieurs jours, là encore, ils ont essayé de résoudre ce problème. Et là, encore, bon, j'étais présente 4 jours sur 5, donc j'avais une probabilité peut-être plus importante de pouvoir assister à des moments de créativité, mais il s'est trouvé que l'un des concepteurs, là encore expert, a vu ce que tout le monde pouvait voir, puisqu'ils étaient dans un open space, dans lequel il y avait des rideaux. D'accord ? Et ce concepteur expert a pensé à reprendre le principe des rideaux. C'est lorsque vous avez des petits fils coulissants qui permettent de tendre ou de plier le rideau. Et ils se sont dit qu'ils allaient reprendre ce principe des rideaux au moment du pliage du réflecteur sur Terre. D'accord ? Donc là, cette observation, en fait, elle illustre une ouverture aux nouvelles idées. Il faut être capable de voir ce que d'autres ne voient pas, exploiter un mécanisme des rideaux dans un contexte aérospatial. Il faut être capable de faire des comparaisons sélectives, comparer un parapluie à un réflecteur déployable, un encodage sélectif, voir les rideaux qui sont là, mais les voir d'une autre façon, et ça sous-tend en fait la réalisation d'analogies. Alors au niveau historique, on va trouver des mécanismes similaires. Alors là, on va s'appuyer sur des récits. Il paraît que Gutenberg assistait à une démonstration d'un pressoir à vin à Strasbourg, et il a mis en relation le mécanisme du pressoir à vin qui lui était présenté, avec l'observation selon laquelle, dans le public, se trouvaient des personnes qui portaient des chevalières, donc des lettres. Et ce serait cette mise en association du mécanisme du pressoir à vin avec les chevalières qui lui aurait permis de mettre au point la presse à imprimer. D'accord ? Donc on retrouve un mécanisme similaire à celui que je vous ai décrit dans le domaine aérospatial. Donc ici, comparaison sélective, encodage sélectif. Alors, pour fournir une vision un petit peu plus globale, je vais vous présenter quelques modèles des activités de conception créative. En particulier, je vais insister sur l'importance de la définition, redéfinition du problème. Alors, cela rejoint ce qui a été décrit par des auteurs comme Eastman ou Herbert Simon, lorsqu'ils parlent de problèmes mal structurés, mal définis. Pour illustrer cette idée, vous avez ici la spirale de Zézel qui montre qu'au début du traitement du problème de conception, l'espace des possibles est très vaste. Les concepteurs n'ont qu'une représentation incomplète et imprécise de ce qu'ils vont créer. Et c'est progressivement, au cours en fait, d'une coévolution du problème et de la solution, que les concepteurs vont circonscrire leur espace de recherche d'idées pour parvenir à un concept ou quelques concepts limités qu'ils vont réellement développer. D'accord ? Alors, moi, ce qui va m'intéresser dans les travaux que je vais vous présenter par la suite, ce sont les sauts conceptuels, c'est-à-dire les idées qui vont être prises en compte, qui vont émerger à un moment donné pour orienter l'activité créative. Toujours à propos de la définition, redéfinition du problème, un autre élément important correspond à ce qu'on va appeler l'externalisation des idées. C'est-à-dire qu'en fait, on a des limites cognitives en termes de mémoire de travail qui font que pour créer de nouveaux produits, on a besoin de mettre à plat nos idées. Typiquement, les concepteurs, qu'ils soient architectes, designers ou autres, vont réaliser des croquis, des esquisses. Dans ces esquisses, ils vont pouvoir mettre à plat leurs idées, mais ils vont pouvoir aussi voir plus que ce qu'ils y ont mis. Ils vont faire des inférences qui sont à l'origine de ce que certains auteurs ont appelé une conversation réflexive. D'accord ? Donc, ils vont exploiter dans les dessins davantage de propriétés que celles qu'ils avaient prévues au départ.
Alors, on peut penser, et ça, on y reviendra par la suite, que cette conversation réflexive peut avoir lieu aussi avec d'autres supports d'externalisation. Ici, vous avez des représentations virtuelles obtenues grâce à des outils de CAO, conception assistée par ordinateur, et en bas, vous avez des maquettes physiques, donc qui vont permettre, dans ce cas-là, une réelle analyse tactile, kinesthésique de l'objet. Et on reviendra sur cet aspect-là par la suite. Je vais vous présenter également le modèle que j'ai proposé qui s'appelle AGC pour analogie et gestion de contraintes. Vous pouvez voir le lien direct avec ce que je vous ai décrit tout à l'heure, puisque selon ce modèle, deux processus seraient prépondérants et interagiraient. La réalisation d'analogies, qui dans certains cas permet d'élargir l'espace de recherche d'idées, c'est ce que l'on a vu avec l'évocation du parapluie, le mécanisme du pressoir à vin, etc., qui concourt à la nouveauté. Et d'autre part, la gestion de contraintes, qui est importante, puisque cette recherche de nouveauté ne doit pas aller dans toutes les directions en tant que telle, il faut qu'elle soit orientée, finalisée. Donc ce sont ces contraintes qui vont orienter la recherche d'idées, restreindre progressivement l'espace de recherche, et ce faisant concourir à une adaptation au contexte. Alors, pour préciser un petit peu plus, cette gestion de contraintes, elle s'appuie également sur des connaissances, en ce sens que les concepteurs vont extraire de l'énoncé du problème des contraintes qu'on va qualifier de prescrites. C'est ce qui apparaissait dans la verbalisation lorsqu'il disait « j'extrais quelques idées clés ». Donc, ces contraintes prescrites qui sont mises en relation avec les connaissances propres à chaque concepteur. Ils s'appuient sur leur propre expérience, leur propre parcours. Donc, c'est ce que j'ai appelé des contraintes construites. On va trouver des contraintes qui vont découler de la situation courante du contexte, qui sont l'objet d'inférence, les contraintes déduites. Et en fait, on va assister à un mécanisme de propagation de contraintes. Et c'est ce qui expliquerait la spirale de Zézel que je vous ai présentée tout à l'heure, grâce à cette propagation de contraintes qui oriente l'activité créative. Pour aborder maintenant le troisième élément qui était apparu dans les questionnaires et dans les entretiens, donc l'évaluation, eh bien en fait, j'ai pu constater dans différents contextes que chaque concepteur, à partir du moment où il s'oriente vers certaines idées, où il propose, il envisage certaines idées, il va aussitôt évaluer la pertinence de ces idées, sans forcément chercher à développer son idée. D'emblée, ils vont déterminer parmi ces idées, ces options de conception, celles qui sont a priori pertinentes, donc celles qu'ils vont chercher à poursuivre, et celles au contraire qu'il faudra écarter. Donc à cela va se rajouter l'évaluation externe que nous avons évoquée, ce qui est l'objet d'un travail de thèse d'une de mes étudiantes. Alors, pour approfondir en particulier le rôle des analogies, qui font partie du modèle AGC, je vais vous présenter des expérimentations qui sont réalisées sur le terrain, puisque dans un premier temps, mon objectif sera de voir dans quelle mesure des designers professionnels qui, par définition, sont engagés dans des activités créatives, voir dans quelle mesure ils vont réellement évoquer des idées novatrices. Ensuite, essayer de voir dans quelle mesure on peut faciliter l'évocation d'idées créatives en intervenant, dans ce cas-là, au niveau des facteurs environnementaux. Et dans la mesure où on peut déterminer des conditions favorables à l'activité créative, comment, dans ce cas-là, proposer quelque chose d'un peu plus systématique pour assister, pour accompagner les concepteurs dans leur activité. Alors, ça signifie qu'on va se centrer sur une partie du processus créatif, puisque on va essayer de comprendre les moments où ce qui sous-tend l'illumination qui a été décrite dans le modèle de Wallace, le moment où on se dit « ça y est, j'ai une idée qui est pertinente », mais aussi on va prendre en compte tout ce qui est préalable à cette émergence d'idées, c'est-à-dire toute l'activité de préparation qui précède la génération d'idées. Et on va essayer d'analyser plus finement la façon dont ça se passe. Alors pour cela, typiquement, là, je m'appuie sur des travaux expérimentaux. Alors, au niveau des travaux antérieurs, eh bien, de façon générale, on reconnaît qu'en général, l'expertise constitue un élément en faveur de la résolution de problèmes.
Les experts sont centrés à être plus efficaces, plus efficients pour résoudre des problèmes. Par contre, on peut se demander si c'est vrai, si ça s'applique aux activités créatives. Est-ce que le fait de disposer de connaissances, finalement, ne risque pas de constituer un frein au fait d'avoir des idées qui seraient réellement novatrices? Alors, dans ces activités complexes, au niveau cognitif, certains auteurs, que vous voyez ici, donc il y a eu tout un ensemble de travaux, certains auteurs ont cherché à comprendre quel était l'impact des exemples. On a vu que la définition et redéfinition du problème constitue une activité complexe. Donc, est-ce que le fait de fournir des exemples peut faciliter cette définition et redéfinition du problème de conception? Alors, différents auteurs ont testé typiquement deux groupes de participants, des groupes qui disposaient d'exemples. Alors ici, c'était des études qui étaient faites avec des étudiants tout venant, auxquels on demandait d'inventer des créatures extraterrestres pour une planète inhabitée. Et un groupe disposait de ces exemples, un autre groupe n'en disposait pas. Le même type... il me manque... Bon. Le même type d'étude a été réalisé auprès d'étudiants dans des contextes plutôt d'ingénierie, de design. Alors, sur mon ordinateur, ça apparaissait. Vous aviez des exemples de tasses à café. Et la tâche consistait en fait à inventer un nouveau type de tasse à café dont le contenu ne se renverse pas même si on penche la tasse, dont le contenu ne se renverse pas même si on la compresse, et dont le café, même brûlant, est refroidi d'une certaine façon pour éviter que l'utilisateur ne se brûle. Donc ça, c'était le type de tâche proposée aux participants. Ce qui a été montré dans ces différentes situations, c'est que dans tous les cas, on constate ce qui a été appelé l'effet de design fixation, c'est-à-dire un effet de conformité aux exemples. Le fait de présenter des exemples va amener en fait les participants à figer leur recherche d'idées. Ils vont reproduire des traits présents dans les exemples, même lorsqu'on leur demande de ne pas le faire, et même lorsque ces traits ne sont pas pertinents pour le problème à traiter. Suite à ces travaux, j'ai mis en place des expériences où j'ai voulu voir ce qui se passait en situation libre, donc sans exemple, mais aussi dans des situations guidées où là, contrairement aux études antérieures, j'ai voulu présenter à titre d'exemple non seulement des objets qui ont un lien direct avec l'objet à concevoir, ce qu'on va appeler ici des exemples intradomaines, mais aussi des objets qui n'ont pas de lien direct avec l'objet à concevoir, ce qu'on va appeler des objets, des exemples interdomaines. Et selon les expériences, j'ai fait varier le format de présentation, soit sous forme de représentation graphique, comme c'était le cas dans les travaux antérieurs, mais aussi sous forme de mots, en intitulé. Et dans une autre expérience que je vais rapidement évoquer, je vous parlerai d'émotions positives ou négatives qui sont véhiculées par les images, et on va regarder l'influence ici de ces stimuli sur la dynamique cognitive et sur la recherche d'idées. Alors, pour pouvoir accéder aux pensées, aux idées auxquelles parviennent les concepteurs, on a besoin d'utiliser d'autres méthodes. On ne peut pas se contenter d'observables au niveau comportemental. Donc, ce que l'on fait souvent en ergonomie cognitive, c'est que l'on entraîne les participants à raisonner à voix haute, ce qu'on appelle une consigne de verbalisation simultanée ou concomitante. On les entraîne sur une autre tâche. Lorsqu'ils sont suffisamment familiarisés avec cette tâche qui n'est pas si spontanée dans la vie quotidienne, eh bien, on leur demande de traiter la tâche principale. Donc là, par exemple, il s'agissait de concevoir un siège pour un cybercafé. On enregistre les verbalisations, on filme les dessins que font les participants, on met en relation ce type de données et par exemple ici, on va quantifier les sources d'inspiration qui sont évoquées, le fait d'évoquer une situation de ski ou de rodéo. D'accord ? Alors, en procédant de cette façon, donc j'ai réalisé une première expérience auprès de 75 participants, dont 20 designers professionnels, ce qui est quand même tout à fait conséquent compte tenu du manque de disponibilité de chacun, 55 novices. Donc il y a 5 conditions, conditions libres sans exemple, 4 conditions guidées dans lesquelles, selon les conditions expérimentales, les participants voient des exemples intradomaines sous
une forme de représentation graphique uniquement ou sous la forme d'intitulé. Ou bien alors, il voit des exemples interdomaines, là encore, soit sous la forme de représentation graphique, soit sous la forme d'intitulé. Les résultats qui ont été obtenus ont montré que les novices sont, dans tous les cas, peu sensibles à la présentation d'exemples, quelle que soit la nature de ces exemples. En fait, ils vont plus ou moins rester dans l'évocation d'idées intradomaines, qui est en lien direct avec l'objet à concevoir. Chez les professionnels, on constate que lorsqu'on leur présente des exemples intradomaines, on retrouve l'effet de design fixation qui a été constaté dans différentes études. Par contre, l'élément vraiment nouveau, c'est que lorsqu'on leur présente des exemples interdomaines, eh bien là, on voit une facilitation du processus d'évocation. Ils évoquent bien plus d'idées. Et en plus, ces idées relèvent de domaines conceptuels qui n'ont pas de lien direct avec l'objet à concevoir. Donc, il y a vraiment une ouverture de l'espace de recherche d'idées. Alors ça, je vous en reparlerai au niveau des dispositifs d'assistance informatique. On a également travaillé sur les émotions qui sont véhiculées par les exemples. Alors ici, en proposant de la même façon des exemples intradomaines ou interdomaines, mais qui ont été testés comme véhiculant des affects positifs ou négatifs. Ce qui est apparu, c'est que ce sont ces images véhiculant des affects positifs, alors qui ont de façon significative, mais c'était aussi le cas dans l'étude précédente, de façon significative un effet de facilitation sur le processus d'évocation. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on peut exploiter ce type de résultats, donc, qui sont obtenus en psychologie cognitive et ergonomique, comment on peut les exploiter pour intervenir, pour favoriser l'émergence d'idées, favoriser la construction de connaissances, d'une certaine façon. Alors, ce que l'on peut faire de toute façon, c'est utiliser de tels résultats dans une perspective pédagogique. C'est ce que nous faisons, il y a certaines réflexions qui sont en cours. On est en train de tester des méthodes au niveau d'étudiants en design. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui va être focalisé sur le développement d'environnements informatiques, sachant que les designers professionnels, déjà dans leur vie professionnelle, ont l'habitude d'utiliser des dispositifs de type CAO. Donc l'idée, ce sera dans ce cas-là d'essayer de rajouter des modules qui vont potentiellement favoriser leur dynamique cognitive. Alors, l'objectif des systèmes que je vais vous présenter, ce sera de favoriser les trois processus que je vous ai décrits comme étant centraux dans l'activité de conception créative, à savoir l'évocation d'idées, l'évaluation des solutions de conception et aussi la définition, redéfinition du problème en liaison avec l'externalisation des idées. Alors, je vais vous présenter un premier système qui a été développé aux Arts et Métiers ParisTech de Paris. Il s'agit du système Trends. Et ce système reprend en fait les résultats expérimentaux que je vous ai présentés. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre aux concepteurs d'accéder à des exemples interdomaines, intradomaines, qui vont potentiellement favoriser leur processus d'évocation. Donc pour cela, les concepteurs vont en fait saisir des mots-clés. Alors on leur demande de concevoir un nouveau véhicule et ils vont pouvoir jouer sur des mots-clés en mettant par exemple sportif, féminin. Et selon ces adjectifs, ils vont accéder à des images. Ils vont pouvoir préciser si la recherche d'images doit s'effectuer de façon intradomaine, ils vont parler de secteur, ou de façon interdomaine. Et ce faisant, ils pourront exploiter ces stimuli pour créer l'objet qui leur a été demandé. Alors, nous avons, avec Carole Bouchard, qui travaille à ParisTech Arts et Métiers, nous avons mis en place notamment une étude où nous essayons de voir l'impact de ce système sur l'activité de concepteur en tenant compte, là encore, du niveau d'expertise. Nous avons travaillé avec des novices qui n'ont pas eu de formation en design et ce que nous avons appelé des designers expérimentés qui sont en fait des étudiants en design qui, eux, ont eu une formation. Nous leur avons demandé de concevoir une nouvelle voiture en fonction d'un cahier des charges tout en raisonnant à voix haute. Alors voici quelques résultats. Déjà en ce qui concerne la génération de mots-clés, la saisie qui va sous-tendre l'accès aux images, on constate que les expérimentés ont généré plus de mots-clés que les non expérimentés en design.
mais pourtant, ils se focalisent dans tous les cas sur 3 images. Alors là, on peut se demander s'il s'agirait d'une sorte peut-être d'optimum. Alors on est en dessous de l'ampamnésique qui est de 7 plus ou moins 2 éléments. Ici, on est à 3 images. Comme par ailleurs, ces participants sont engagés dans une activité créative, on peut penser que la conception même du véhicule demande des ressources attentionnelles et l'analyse des exemples également. Donc peut-être que ce chiffre de 3 images correspond à ceux qui leur est nécessaire et peut-être suffisant dans leur activité. En termes maintenant d'analyse des sources d'inspiration sur lesquelles ils se focalisent, on constate dans tous les cas, donc auprès d'étudiants, spécialisés ou pas en design, qu'ils vont davantage prendre en compte des sources d'inspiration intradomaines qu'interdomaines, ce que vous voyez du côté gauche, mais que lorsqu'il y a prise en compte de sources interdomaines, c'est principalement le cas de la part d'étudiants qui ont eu une formation en design. Donc ça rejoint un petit peu les résultats que je vous ai présentés, liés au niveau d'expertise dans des études sans utilisation de dispositifs informatiques. Je vais vous présenter un autre système informatique qui vient juste d'être terminé. Donc là, la version actuelle a été finalisée il y a quelques semaines. En fait, il y a eu plusieurs versions itératives. C'est toujours un travail ici, dans le cadre d'un contrat NR aussi, avec les collègues des arts et métiers Paris Tech. Le raisonnement a été le même que pour Trans, sauf que pour Trans, on s'était basé sur des images. Ici, nous travaillons sur des mots. Donc, il s'agit du système Skippy. Ce système a été développé après une analyse réalisée auprès de designers professionnels. Nous avons travaillé avec eux pour essayer de voir quels étaient les mots qui étaient importants dans leur activité créative, en les faisant s'exprimer à propos de projets antérieurs, à propos d'un projet également que nous leur avons soumis, etc. Et en fait, ce système Skippy est basé sur un courant d'ingénierie japonais que l'on appelle le Kansei. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une mise en correspondance des connaissances. Ils appellent ça KPP, c'est-à-dire Knowledge, Process, Product. Donc l'idée, c'est d'amener les designers à réfléchir sur les caractéristiques du produit pour que ces caractéristiques soient compatibles avec un processus de fabrication, mais aussi pour que le produit auquel ils parviennent suscite certaines émotions de la part des utilisateurs et puisse aussi véhiculer l'image de marque de la société qui est commandatrice du produit. Donc là, ce système Skippy vient d'être proposé. Nous l'avons soumis à des designers professionnels, donc là c'est vraiment très récent. Nous leur avons rappelé les fonctionnalités de ce système. Donc l'idée c'est de jouer avec des mots, avec des liens, avec des mots, tout ça pour élargir l'espace de recherche d'idées. Nous leur avons proposé des questionnaires. Nous avons mis en place des focus group avec un animateur pour les amener à s'exprimer par rapport à ce système informatique. Et ce qui est ressorti, c'est, selon leur dire, l'utilité de ce qu'ils ont appelé des rebonds cognitifs. Là, je vous ai mis des extraits de leur verbalisation. Selon eux, les mots ouvrent des univers imaginaires, renvoient des formes, des concepts, permettent de rebondir à partir d'une première piste créative, d'ouvrir des champs de possibles, se démarquer de réponses convenues, d'explorer des scénarios imprévus, etc. D'autres limites ont évidemment aussi été mises en avant. La difficulté pour eux d'établir des priorités entre les mots sélectionnés, puisqu'ils ont accès à une variété de mots. Ils peuvent zoomer sur certains mots, se focaliser sur certains liens, mais en particulier pour des débutants, la difficulté serait d'établir des priorités. Et puis, une nécessité, mais qui va être prise en compte de façon progressive, d'accroître la base de connaissances du système, donc la base de mots-clés. Comme l'idée, c'est de leur proposer d'utiliser ce système dans leur activité professionnelle, ils vont eux-mêmes enrichir cette base au fur et à mesure des projets qu'ils vont traiter. En ce qui concerne maintenant l'évaluation, le second point qui est ressorti de ces travaux, eh bien là encore, je vais évoquer un système qui a été développé aux États-Unis, à l'Université du Colorado. Cela en réponse à une demande de la société US West, qui est l'équivalent d'Orange Lab en France. Ici, les concepteurs étaient confrontés à des difficultés lors de l'évaluation de leurs propositions.
il se trouve qu'ils devaient mémoriser des centaines de recommandations, des guidelines, qui étaient propres à leur entreprise, qui étaient mises en application au niveau national ou encore au niveau international. Donc, il y avait vraiment des centaines de règles à connaître, ce qui était difficile pour les expérimentés, mais encore plus pour les professionnels qui débutaient dans l'entreprise. En plus, on leur demandait de créer des produits qui avaient quand même une certaine continuité avec des produits existants, mais qu'ils ne connaissaient pas forcément lorsqu'ils venaient juste d'être embauchés dans l'entreprise. Donc là, on a travaillé sur la mise au point d'un système expert critique qui s'appelle VDDE, Voice Dialogue Design Environment. Et ce système permet aux concepteurs de mettre à plat, donc d'assembler des composantes pour représenter leur solution de conception. Le système évalue en temps réel les options qui ont été choisies par les concepteurs, et dès qu'une défaillance par rapport à une contrainte prescrite, par rapport à une règle sous-jacente est identifiée, un message critique apparaît pour le signaler au concepteur. Donc là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons voulu voir l'impact de ce système sur l'activité des concepteurs. Ce qui a été montré, c'est que chez les concepteurs débutants, eh bien, ce système permet effectivement de prendre conscience des défaillances de leurs propositions. En fonction de ces défaillances, ils vont modifier leurs solutions, mais en plus, ça permet un apprentissage contextuel par comparaison à un apprentissage plus classique des règles qui sont contenues dans les guidelines. En ce qui concerne les expérimentés, là, on s'est rendu compte que le simple fait d'utiliser ce système expert critique les amène à accroître leur activité d'évaluation. Donc, le simple fait de savoir qu'ils sont évalués, je suis désolée si c'est moi, ce qui est apparu, donc, c'est qu'en fait, ils vont accroître leur évaluation réflexive et ils vont choisir, dans certains cas, d'enfreindre certaines règles. Ils ont cette possibilité-là. Et dans ce cas-là, on leur permet de justifier leur choix, de justifier pour quelles raisons ils ont choisi de ne pas respecter telle ou telle règle. Et donc, le système est de ce fait, lui aussi, évolutif, puisqu'ils vont rajouter des cas d'exception dans la base de connaissances du système, et en plus, ils vont garder une trace de leur prise de décision. Et je vais vous présenter, en fait, ici un dernier système, qui est aussi un système de CAO, qui a la particularité d'éviter la manipulation de la souris et du clavier. Si vous avez déjà utilisé le système de CAO, ils sont complexes à utiliser. Ici, nous nous sommes basés sur les gestes. Donc, c'est un travail qui a été fait avec Jean-Pierre Poitou. Nous sommes allés dans des ateliers de sociétés comme Pininfarina ou Alessi, dans différents domaines de conception. Nous avons identifié les gestes qui étaient spontanément mis en œuvre par des concepteurs modeleurs. Et sur cette base, nous avons proposé un système informatique qui s'appuie sur les gestes. Alors, c'est un système où vous avez ici un Haptic Master. Donc, c'est basé, ça permet en fait à l'utilisateur d'avoir les mêmes gestes que s'il était en train de sculpter un bloc physique. D'accord ? Il y a un retour d'effort et ici, une visualisation du produit qui est en train d'être conçu, tout en exploitant les fonctionnalités que l'on va trouver dans les systèmes informatiques, comme l'annulation, ce qui n'est évidemment pas possible si on sculpte un bloc de matière. Voilà. Et je vais éventuellement simplement vous montrer des travaux que nous avons commencés. Nous nous intéressons maintenant aux activités créatives en situation collective. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà du brainstorming que vous connaissez tous. Partir des effets positifs et des effets négatifs. L'effet positif, c'est le fait d'avoir une sorte de synergie, de mettre en commun des idées en regroupant plusieurs concepteurs, par exemple. Les effets négatifs sont qu'il y a souvent une tendance du groupe à converger sur des idées qui sont adaptées plutôt qu'originales. Et puis, ce qui a été constaté, c'est que dans le brainstorming classique, en fait, le groupe parvient à moins d'idées que si on faisait la somme des idées des participants en situation individuelle. Alors, cela peut s'expliquer par, en particulier, une sorte de production blocking, le fait d'être à plusieurs, de s'interrompre, d'avoir des interférences au niveau cognitif, va gêner l'émergence d'idées. Et puis, on a souvent une appréhension de l'évaluation par autrui. Oser avoir une idée originale dans un groupe n'est pas si évident sur le plan cognitif et émotionnel. Donc, nous travaillons ici sur des systèmes
informatique de type Second Life. Donc, on est dans des environnements virtuels. On permet dans ce cas-là aux participants d'être représentés par des avatars. Donc, ce n'est pas eux qui vont être évalués via leurs idées. Ils peuvent se présenter comme ils le souhaitent, sous forme d'hommes, de femmes, d'animaux éventuellement. On leur permet aussi de s'évader à un niveau cognitif. Ici, on a reproduit la salle que nous avons dans le User Lab. On a fait l'équivalent sous l'environnement virtuel Second Life. Mais ils peuvent aussi choisir de créer en étant sur une plage, au sommet d'une montagne, donc ce qui peut favoriser le processus créatif. Voilà. Donc mon objectif a été de vous montrer comment on peut passer d'une compréhension de la dynamique cognitive individuelle, principalement, mais aussi un petit peu collective, à des moyens permettant de favoriser des activités de conception créative, parvenir donc à des produits qui sont à la fois innovants et adaptés, ce qui va avoir des conséquences au niveau de notre société. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie.